Bonsoir, nous sommes réunis pour parler du défi européen de la solarisation de nos bâtiments et de nos parkings. Et la dernière intervenante vient d'arriver. Elle va aller s'asseoir là-bas au bout. Bonjour. Mon nom est Pascal Poggi, je vais animer cette discussion, c'est-à-dire que j'entends ne rien faire du tout, sauf leur rappeler leur temps de parole et définir l'ordre de prise de parole. Et nous allons commencer tout de suite par Enerplan et David Gréau. Merci Pascal. Est-ce qu'on a un petit bip pour passer les slides? Merci. Tac. Non, ça... Alors je regarde vers la régie, mais je... pas l'air de vouloir fonctionner. Regardez la régie, c'est bien déjà. Ouais, je regarde la régie. On peut les regarder tous les 6 fixement. Il me reste 33 secondes. Voilà. Non, je vais aller assez rapidement à l'essentiel. Ah, voilà. Aller assez rapidement à l'essentiel pour déjà vous dire qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. On a bientôt 40 ans l'année prochaine. On a été créé en 1983 avec 2 missions principales qui sont encore celles d'aujourd'hui, de représenter les professionnels, de défendre leurs intérêts et d'animer, de structurer, de développer les filières solaires françaises. Et je dis les filières solaires parce que c'est la filière solaire thermique et la filière solaire photovoltaïque, même si on parlera essentiellement de photovoltaïque aujourd'hui. Et donc on a aujourd'hui près de 400 membres qui sont des entrepreneurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur solaire en France. Avec un principe, alors on le rappelle toujours, mais qui nous tient, qu'on trouve fondamental, qui est qu'un adhérent chez nous a une voix délibérative et que tout le monde pèse le même poids au sein de la structure Enerplan. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est solariser les toitures et les parkings, poser le contexte. Le contexte, tout le monde le connaît, je vais être assez rapide dessus, mais on a une crise énergétique qui, malheureusement, est amenée à durer et qui, par ailleurs, se combine avec une crise climatique qui doit nous amener à consommer moins et à consommer mieux d'énergie. Et donc, cette crise énergétique, son impact direct pour les consommateurs aujourd'hui, c'est un renchérissement du prix de l'électricité et du gaz. Et donc le solaire est une réponse, et notamment l'autoconsommation, j'en développerai beaucoup sur l'autoconsommation, est une réponse directe, essentielle, rapide à mobiliser pour lutter contre cette crise énergétique. Et elle est compétitive vis-à-vis des prix des fournisseurs actuellement. Pour revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les bâtiments et les parkings, on a aussi une kyrielle d'obligations qui viennent ou viendront de l'Union européenne avec le plan Repower Europe, mais qui sont d'ores et déjà pour certaines mises en œuvre ou à venir sur le territoire métropolitain, avec l'obligation de solariser ou de végétaliser les nouveaux bâtiments et les extensions de bâtiments de plus de 500 mètres carrés quand il s'agit de bâtiments commerciaux, de plus de 1000 mètres carrés quand il s'agit de bâtiments de bureaux tertiaires et des 500 mètres carrés pour les nouveaux parkings. Et bientôt, peut-être, si les parlementaires en décident ainsi, de solariser tout le stock de parking existant de plus de 2500 mètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée, Périfem, qui est le syndicat qui représente les acteurs du commerce et de la grande distribution, a chiffré à plus de 60 millions de mètres carrés ces surfaces de parking qui seraient à solariser dans le cadre de cette obligation. Et par ailleurs, l'autoconsommation permet de répondre aux enjeux du décret tertiaire, pas de manière explicite, mais de manière implicite, puisque c'est la facture qui est le juge de paix pour savoir si vous avez, sur votre bâtiment tertiaire, effectivement économisé de l'énergie. On se base sur votre facture et tout ce qui est autoconsommé n'est évidemment pas facturé et donc arrive en déduction de l'énergie consommée auprès de votre fournisseur et donc est légitime à entrer dans les efforts qui sont faits au titre du décret tertiaire pour réduire les consommations. Très rapidement, les dispositifs de soutien qui existent aujourd'hui et les modèles économiques, selon la taille, la puissance de l'installation en ombrière ou en toiture essentiellement, vous aurez 2 modèles en dessous de 500 kW
un guichet ouvert qui vous permettra directement d'aller faire valoir votre projet avec un tarif déterminé directement sans passer par une procédure concurrentielle, et un appel d'offres au-delà qui est une procédure évidemment concurrentielle et qui vous met en concurrence avec les autres porteurs de projets. Vous avez trois options. Une option de vente totale, vous solarisez votre bâtiment, vous vendez tout sur le réseau. Une option de vente totale, donc avec un achat obligé. Une option de vente sur le marché, donc vous ne passez pas par l'acheteur obligé. Vous vendez tout sur le marché ou en PPA, qui est un gros mot pour dire contrat de gré à gré, avec un acheteur de cette électricité, où vous autoconsommez en partie ou en totalité ce que vous avez produit. Et une des solutions, un des modèles économiques qui montent de plus en plus pour faire face à ces obligations de solarisation, notamment, c'est le tiers investissement. Vous avez un tiers qui est un professionnel du solaire qui va investir, qui va porter le risque et qui va solariser votre toiture contre loyer ou rémunération de l'autoconsommation. L'autoconso, donc, c'est quoi? C'est produire son électricité pour pouvoir la consommer et valoriser son surplus, comme j'expliquais. Et cette autoconsommation, elle peut être individuelle, mais elle peut être aussi collective. Et vous pouvez partager les électrons que vous allez produire sur votre toit ou sur votre parking avec vos voisins qui seront des autoconsommateurs collectifs. Et on peut parler dans ce cas-là de boucle locale d'énergie avec une personne morale organisatrice qui fédère les différents autoconsommateurs. Et ça peut se faire dans le temps. Vous pouvez commencer par faire de l'autoconsommation individuelle, puis passer sur un modèle où vous allez agréger autour de vous, dans une limite de 2 km, des consommateurs qui vont participer à votre opération d'autoconsommation collective. Ah. Les slides ne passent plus. Si, ça a l'air, mais... Faites-le en live. Voilà. Bon, je vais le faire en live, mais c'est mieux avec l'illustration, simplement pour vous dire que on est sur une pente très ascendante pour ce qui est de l'autoconsommation. Ça, ce sont les chiffres Enedis, ce ne sont pas des chiffres Enerplan, donc c'est les chiffres on ne peut plus officiels. On a des demandes qui littéralement explosent en matière d'autoconsommation. On part de loin, il faut le savoir, on part de très loin. On est encore très en deçà de ce que peuvent faire certains de nos voisins. J'aime bien citer alors, un exemple qui est un peu daté, il faudrait que je le remette à jour, mais l'exemple de nos amis belges qui ont, comme tout le monde le sait, à peu près le même ensoleillement que la Côte d'Azur et une population qui est à peu près équivalente à celle des Hauts-de-France. Et donc, au-delà de la blague, ils avaient, au moment où on était à 100 000 autoconsommateurs, on est maintenant à 185 000, au moment où on était à 100 000 autoconsommateurs, ils étaient à 380 000, pour une population qui est 6 fois moindre. Donc, c'est pour vous dire qu'on est sur une pente très ascendante, mais on part de très loin. Et l'autoconsommation collective, dont je vous parlais tout à l'heure, là, pareil, ce sont les chiffres d'Enedis. On est encore non plus à l'état d'expérimentation. On a passé cette phase d'expérimentation. On commence à avoir des modèles qui sont robustes et qui tournent, qui ont encore des écueils économiques qu'on est en train d'essayer de lever. Mais on est sur une centaine d'opérations aujourd'hui en service, avec 1400 participants. Ce qui est, somme toute, sur les 70 millions de Français, extrêmement réduit. Les atouts de l'autoconsommation, donc je vais faire très rapide sur ce point, puisque je pense que tout le monde commence à être plutôt convaincu. Ce sur quoi je voudrais insister surtout, c'est que c'est une modalité de production et de consommation qui est disponible partout et pour tout le monde, à toutes les échelles. Vous pouvez avoir de très petites installations résidentielles comme de très grandes installations industrielles qui permettent de faire de l'autoconsommation et de consommer à moindre coût et de manière à un coût stabilisé dans la durée son électricité. Et ça, c'est aussi promu par les textes européens, puisque Pascal Poggi m'a dit qu'il fallait que je reparle de l'Europe. Effectivement, on a des drivers, on a des directives européennes qui posent le cadre, qui ont souvent été en avance de phase sur ce qu'on pouvait faire au niveau français, qui aujourd'hui sont parfois un peu en retard sur les communautés d'énergie, par exemple. Le modèle d'autoconsommation collective en France existait avant ce modèle européen des communautés d'énergie, mais voilà, on est parti dans une dynamique où l'Europe nous précède et nous suit, et en tout cas nous challenge sur le développement du solaire, et où on est encore aujourd'hui très en retard. Bon, je vais aller très très vite sur ce qu'on peut se donner comme objectif en matière d'autoconsommation. L'Espagne fera 2 gigawatts en 2022.
uniquement en autoconsommation. Pour donner un parallèle, on a fait 3 gigawatts au total l'année dernière sur la France, un peu moins de 3 gigawatts. Donc l'Espagne fait 2 gigawatts cette année uniquement en autoconsommation avec des mesures assez simples et finalement peu onéreuses. Et donc on promeut ça aussi auprès des pouvoirs publics français de manière à pouvoir libérer ce secteur et accélérer. On pense que raisonnablement, on peut très rapidement arriver à 1,5 gigawatt sur le territoire français d'autoconsommation installée nouvellement par an. Et dernier point sur lequel je voulais insister, c'est la convergence des usages. On parle de solariser des parkings. Il y a des obligations en parallèle qui sont celles de mettre à la disposition des usagers des parkings des infrastructures de recharge. Il est logique et il est normal et il est finalement intelligent d'aller matcher les deux et faire travailler ensemble une production et une consommation sur le même site en ayant des infrastructures de recharge, que ce soit à domicile ou sur des parkings, qui permettent de recharger directement sa voiture avec des photons. Parfait. Nous pouvons prendre des questions dès à présent. Est-ce que quelqu'un a une question sur cette première intervention? Il n'y en a pas, c'est très bien. C'était donc extrêmement clair, je vous remercie. Et nous passons tout de suite au second intervenant, qui est Grégory Cron du groupe SMA. Alors quand j'ai vu son nom et le groupe SMA, je me suis dit, super, ça va être les onduleurs et le stockage électrique. C'est la SMA BTP. C'est bien aussi, mais c'est pas pareil. Oui, désolé, si vous avez des questions sur les onduleurs, je ne vais pas être le mieux placé pour vous répondre, mais en revanche, pour parler des sujets assurance, c'est effectivement là où je peux essayer de m'exprimer un petit peu. Alors, comme on parle assurance, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est une industrie de gestion du risque. Donc, du coup, je vais vous parler risque lié à une opération de PV. Il y a des solutions, hein, Franck, t'inquiète pas, par rapport aux différents risques. Alors, c'est quoi les risques sur une opération de construction d'une installation photovoltaïque? C'est déjà ceux qu'on a pu observer. Il y a des risques liés à la conservation de l'étanchéité des bâtiments. On a eu ça surtout par le passé. Il y a eu des aides qui ont été fléchées vers des installations photovoltaïques intégrées au bâti, ce qui a amené un certain nombre d'opérations à se faire en perçant des étanchéités ou des couvertures et en mettant en place des procédés qui n'étaient pas forcément adaptés. Donc on a eu effectivement un enjeu de maintenir les couvertures, l'étanchéité sur les bâtiments. Là, la solution, c'est quoi? C'est de choisir des procédés qui sont reconnus. C'est-à-dire qu'un des points clés dans les installations photovoltaïques, c'est de savoir quel est le type de procédé que l'on pose. Il y a énormément de procédés différents. Et il y a un système de normalisation des procédés qui s'appelle les avis techniques. Et donc les procédés qui sont sous avis techniques qui sont validés au sein de la QC par ce qu'on appelle la convention produit, par des groupes de spécialistes qui analysent les différents procédés. Et donc ces procédés qui sont analysés, ces procédés photovoltaïques qui sont analysés sont déjà testés et prouvés par rapport à ce premier risque-là. Le deuxième type de risque qui existe, c'est le risque d'incendie. Donc c'est le risque électrique, ou c'est le problème qui peut se produire, surtout en phase de chantier évidemment, mais aussi en phase d'exploitation du bâtiment. Là, l'origine du problème, il vient en général d'un défaut du produit en tant que tel, donc du panneau, de l'onduleur, des câbles, des dispositifs de sertissage dans endroits. Donc ce défaut, du coup, comment est-ce qu'on l'adresse? On l'adresse déjà en choisissant des produits de qualité. Pareil, sur les produits photovoltaïques, tous les panneaux n'ont pas les mêmes qualités. Et là, le type de panneau que l'on cherche à poser est aussi un enjeu clé dans le SAR. Et puis il y a aussi la combinaison panneau-procédé. C'est-à-dire que dans la partie avis technique, la partie électrique ou en tout cas interfaçage avec le reste du bâtiment est pris en compte. C'est sûr que si vous avez un arc électrique sur un panneau qui est collé à de l'isolant, ça n'a pas les mêmes conséquences que si c'est un panneau à l'air libre au-dessus d'une toiture qui résiste au feu. Après, l'enjeu sur la vie de l'installation photovoltaïque, c'est la perte de production. Donc là, encore une fois, sur la perte de production, déjà c'est la qualité de l'installation en tant que telle, donc on revient au produit, au procédé, à l'installateur aussi, parce qu'évidemment la conception, l'installation, parce que même si on a les bons produits, les bons procédés, s'ils sont mal posés, ça posera des problèmes dans le temps. Donc les problèmes sur l'exploitation, on rejoint des sujets de conception. On peut avoir de l'interaction entre les panneaux et l'ammoniac si on est au-dessus de bâtiments d'élevage. On peut avoir des enjeux d'exposition à la tempête
en fonction de comment sont placés, notamment sur les bâtiments semi-ouverts. On a des enjeux de résistance par rapport à la grêle. Aujourd'hui, les panneaux sont de plus en plus exposés à la grêle. Donc les réflexions autour de ces problématiques-là. On a des sujets de perte de performance dans le temps. Donc là, on rejoint aussi ce qui peut être le produit. Les panneaux, ils n'ont pas une durée de vie éternelle. Avec le temps, leur puissance, leur production diminue en fonction de la qualité des produits qu'on a. Donc il peut exister des garanties du fabricant, donc il faut regarder. Il peut exister aussi des couvertures assurantielles par rapport à des garanties de performance sur des installations qui peuvent permettre de pallier aux défauts des fabricants. Donc il y a des solutions qui existent par rapport à tout ça. Et donc face à ces risques, ces 3 principaux risques que j'ai évoqués, j'ai peut-être 3 messages à vous faire passer. Le premier, c'est de dire: je crois fondamentalement à l'intérêt et au développement des installations photovoltaïques sur les parkings, sur les bâtiments évidemment, mais pas que. Et donc voilà, il y a un enjeu de continuer à travailler pour construire des solutions durables, pour pouvoir les accompagner. Et donc effectivement, SMA BTP, on ne fait pas d'onduleur, mais on est le premier assureur du monde de la construction, le premier assureur du photovoltaïque, et on continuera à l'être. Le deuxième message, c'est effectivement: choisissez des produits et des procédés de qualité. Donc des procédés qui sont reconnus, qui sont sous avis technique, avec des installateurs qui sont qualifiés et qui possèdent les qualifications nécessaires par votre installation. Faites-la maintenir dans le temps aussi. Une installation photovoltaïque, ça ne s'entretient pas tout seul, je vais y arriver. Ça nécessite d'être surveillé dans le temps et d'être optimisé dans le temps. Et puis le troisième point, c'est posez-vous effectivement, n'hésitez pas à échanger et à vous couvrir sur les sujets assurantiels. Donc à pouvoir protéger l'installation photovoltaïque par l'assurance dommage aux biens, par des assurances spécifiques pour la protéger des dégâts qu'elle peut subir. Et puis sur l'assurance aussi, vérifiez l'assurance de votre installateur. Prenez des dommages ouvrages ou des garanties décennales quand elles sont jugées nécessaires, notamment sur ce qui est le cas sur un certain nombre de bâtiments. Et n'hésitez pas à échanger, capitaliser sur les retours d'expérience qui peuvent exister au sein des différents installateurs, des différents maîtres d'ouvrage et des assureurs. Voilà peut-être les 3 messages que je souhaitais faire passer. Parfait. Même proposition. Est-ce que quelqu'un a une question à propos de cette intervention? Soit c'est la fin d'après-midi du 4e jour, tout le monde est un peu fatigué, soit vous étiez aussi remarquablement clair. Notre intervenant suivant sera Franck Rafali, qui est président du GMPV. Le GMPV, alors il me l'a rappelé tout à l'heure parce que je n'avais pas l'air de savoir, c'est le groupement des métiers du photovoltaïque. Ils sont membres de la FFB, ce sont donc des installateurs. Tout à fait, merci. Donc je vais reparler de nous. Qu'est-ce que le GMPV? Le GMPV, c'est le premier organisme, la première organisation professionnelle des installateurs. C'est au sein de la FFB, la Fédération française du bâtiment, le groupement des métiers du photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on va mettre en commun toutes les compétences des électriciens, des étancheurs, des couvreurs, plombiers, chauffagistes, pour ces compétences pour pouvoir installer du photovoltaïque. Nous sommes donc des photovoltaïciens issus de la FFB. Le GMPV, c'est 1048 entreprises aujourd'hui qui sont membres de la FFB qui déclarent installer des centrales photovoltaïques. Alors, pour relever le défi, je vais vous parler un petit peu de notre histoire. Notre histoire, c'est qu'on a démarré en 2005, 2006, 2007 par faire un certain nombre de centrales photovoltaïques de petite taille. Ça a commencé comme ça. En 2006, il y a eu le premier décret, le premier arrêté tarifaire qui permettait de vendre de l'électricité à un tarif intéressant pour pouvoir faire du photovoltaïque. Parce que comme le rappelait tout à l'heure Jean-Louis Ball, qui était avec nous sur une autre table ronde, les premiers panneaux solaires dans les années 80, c'était 10, 50 watts à peu près, et ça coûtait 1000 € le panneau, l'équivalent de 1000 € aujourd'hui. Donc le panneau s'est démocratisé alors, à partir des années 2006, 2007, et s'est répandu de façon très importante. Donc, on n'en était pas à relever un défi, puisque au départ, sur la solarisation, ça a commencé vraiment de façon très faible. Et on le voyait par rapport aux présentations de David tout à l'heure, on voit bien que le démarrage a été très lent. Et on a un point de bascule depuis l'année dernière,
c'est qu'aujourd'hui, on peut oublier tout ce qu'on a oublié sur l'énergie, c'est que c'est en train de se transformer de façon très importante. N'oublions pas qu'on a à peu près 30 réacteurs nucléaires qui sont complètement à l'arrêt, parce qu'il y a des difficultés de fonctionnement, il y a des arrêts qui sont programmés, puis d'autres arrêts qui sont plutôt des petits accidents de parcours. Mais en tout cas, les énergies renouvelables et le photovoltaïque sont vraiment l'énergie qui va, je parle du photovoltaïque, l'énergie qui va nous permettre de passer cette transition à la fois pour le climat et la quantité d'énergie nécessaire pour vivre avec le confort qu'on avait l'habitude d'avoir jusqu'à aujourd'hui. Le GMPV, donc, défend les intérêts des installateurs. Ça représente un peu plus de 15 000 emplois en France. Et il ne faut pas oublier que ces emplois du photovoltaïque sont des emplois non délocalisables. Ce sont des gens qui sont dans le bâtiment et qui travaillent sur nos chantiers, sur le territoire. Donc c'est très important. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, comme le disait Grégory il y a quelques instants, le GMPV travaille à l'amélioration des pratiques de la profession et travaille actuellement à la traditionnalisation d'un certain nombre de méthodes et fait passer certaines familles d'ATEC, alors là j'en perds certains probablement, vers ce qu'on appelle des réglementations, des règles professionnelles qui vont permettre aux installateurs d'utiliser du matériel de façon plus simple et trouver une assurance décennale, puisque la seule chose qui est nécessaire pour une entreprise en France dans le bâtiment pour installer du photovoltaïque, c'est d'avoir une assurance décennale. Alors, je ne dis pas nécessaire, mais obligatoire, parce que depuis 1978, avec la loi Spinetta, tout le monde peut s'installer en tant qu'entrepreneur pour installer des centrales photovoltaïques, mais on a une obligation, c'est d'être assuré. Et pour être assuré, eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser des procédés qui sont éprouvés et qui ne vont pas poser de problème. Alors, une fois qu'on en est là et qu'on peut utiliser du matériel, puisqu'il y a plein de matériel qui existe pour installer, ben, il va y avoir une accélération, une explosion du nombre d'installations. La loi de transition énergétique en France est vraiment une loi qui nous aide parce que, comme on est obligé d'installer à peu près un tiers de la taille d'un bâtiment en centrale photovoltaïque pour tout bâtiment qui est neuf ou bâtiment rénové, eh bien, ça fait des surfaces qui sont complètement dingues, y compris pour les parkings, puisqu'on a de plus en plus d'ombrières de parking qui, à la fois l'été, procurent ce qu'on appelle un confort d'été, c'est-à-dire qu'on met la voiture, et on l'a vu déjà sur les hypermarchés du sud de la France dans les années 2010, puisque ça a commencé comme ça, enfin de 2007 à 2010, et maintenant c'est répandu de plus en plus, y compris dans nos latitudes, où on a de plus en plus d'ombrières de parking. Alors comment on va faire pour relever le défi? Il va falloir travailler sur la qualité, je l'ai dit, et donc la qualité, ça veut dire aussi la formation. Parce qu'on a 15 000 installateurs en France, 15 000 salariés de nos entreprises qui installent, mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on double ou qu'on triple le nombre d'installateurs. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire des panneaux qui sont hyper légers, qui sont faciles à installer. Des ombrières de parking, c'est quand même du métal ou du bois à installer. Donc c'est que des ouvrages, ce sont des choses qui sont difficiles à faire. Et sur les bâtiments, là aussi, il faut monter les panneaux, il faut installer, il faut mettre les chemins de câbles, mettre les onduleurs et l'ensemble des systèmes raccordés dans les TGBT. Donc le GMPV travaille de façon importante à organiser maintenant la formation en France. Donc on fait aujourd'hui un recueil de tout ce qui existe comme formation et demain nous allons proposer de nouvelles formations partout en France pour que nos jeunes puissent venir dans les métiers du bâtiment et trouver facilement une formation pour être tout de suite opérationnel sur les chantiers, sur des formations qui sont de tout niveau. On a besoin de poseurs, on a besoin de chefs de chantier, on a besoin de conducteurs de travaux, de gens dans les bureaux d'études, d'ingénieurs. Et tous ces métiers-là sont des métiers très valorisants. Et aujourd'hui, ça existe, mais ce n'est pas encore assez, il n'y a pas eu encore assez de promotion vers ces métiers-là. Donc, on a vu des publicités en faveur du bâtiment, et la FFB a fait un très beau clip sur, des publicités sur les métiers du bâtiment. Eh bien, il va falloir que
dans les métiers du bâtiment, mais aussi du photovoltaïque, plus précisément, on fasse venir nos jeunes pour travailler plus. Toutes les techniques, tous les systèmes existent pratiquement aujourd'hui. Il va y avoir encore des évolutions, hein, mais aujourd'hui, on sait faire des ombrières de parking, on sait très bien faire des panneaux sur les toitures, mais par contre, ce qui nous manque, c'est du monde. Donc, l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à faire venir le plus de jeunes possible. Voilà. Merci. Une question sur cette intervention? Il n'y en a pas, donc moi j'en ai une. Voudriez-vous nous faire un petit rappel bref de la différence entre la technique traditionnelle, la technique nouvelle, l'assurabilité et les procédures d'ATEC? Alors, si vous le voulez, alors j'espère que je ne vais pas endormir ou perdre beaucoup de monde. Il y a ce qu'on appelle la technique courante et la technique non courante. Et puis, il y a le domaine traditionnel et le domaine non traditionnel. Donc là, c'est encore un peu plus compliqué. On va s'arrêter simplement, si vous voulez bien, à la technique courante et la technique non courante. Je disais tout à l'heure qu'en France, pour lancer une entreprise dans le bâtiment, et en particulier dans le photovoltaïque, il faut être assuré. C'est une obligation, je veux dire, en décennale. On n'est pas obligé d'être assuré en RCD, en RC, mais par contre, en décennale, c'est obligatoire. Et pour être assuré en décennale, le plus simple, on peut être assuré en décennale pour installer n'importe quoi. On pourrait imaginer que l'assureur nous autorise à installer ce qu'on veut du moment qu'il a confiance dans son assuré, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on peut imaginer que pour installer des choses, le plus simple, c'est d'installer ce qu'on appelle donc de la technique courante. Et en général, c'est autorisé. Une fois qu'on est assuré, on a le droit d'installer tout produit en technique courante. C'est quoi de la technique courante? Du coup, ce sont des produits qui sont des systèmes qui sont évalués de façon collégiale et validés pour une partie par l'agence qualité construction, enfin la commission prévention produit de cette agence. Donc, quand je suis un industriel et que je fabrique un nouveau produit, un nouveau panneau avec un système d'accroche sur une tuile, c'est tout à fait nouveau, etc. Je fabrique ça dans mon coin. La première chose, c'est que je vais développer un manuel d'utilisateur, un manuel de pose. Et là, pour l'instant, on est en technique non courante. Donc, avec le manuel de pose, j'ai mon installateur qui arrive, qui m'achète mon matériel, et puis il va poser son système avec le manuel d'utilisateur, le manuel de pose. Mais comme il est évalué de personne, et que c'est simplement l'industriel qui l'a fabriqué, c'est une technique non courante. Ensuite, on va élever un peu plus le niveau de l'évaluation et on utilise un bureau de contrôle, enfin un tiers, qui a la capacité d'évaluer ce manuel d'installateur, enfin un petit peu plus, et on appelle ça un CPP, un cahier des prescriptions de pose validé. Et donc, on appelle ça ici une enquête de technique nouvelle. On est toujours en technique non courante, c'est-à-dire que c'est une personne qui a évalué et on est sur une technique non courante. On évolue un petit peu, je ne vais pas parler des passes innovation puisque ça n'existe plus. On évolue un petit peu et on va passer à ce qu'on appelle l'ATEX et la tech. Je vais regrouper les deux parce que sinon c'est trop compliqué. Et l'avis technique du CSTB, c'est quoi? C'est, on va dire, un super ETN, c'est-à-dire que c'est un système qui a été évalué avec tous ces documents et toutes ces études. On va faire des essais en soufflerie pour vérifier que mon panneau ne va pas s'arracher au moindre coup de vent. On fait aussi des essais en envoyant de l'eau dessus. On appelle ça des essais de Jules Verne, hein, pour voir si ça ne va pas fuir dans la toiture. On fait des essais de vieillissement. Alors on va chauffer, on va refroidir, on va mettre de la pression, de la dépression. On va faire des caissons d'essais pour vérifier qu'à 200 km/h de vent, ça ne va pas s'arracher, qu'il n'y a pas, en termes de charge ascendante, une ruine de la maquette. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait les règles de calcul et qu'on a fait un gros document, eh bien, c'est donné à une instance qui s'appelle le GS21. C'est des experts du métier qui vont reposer des questions ou valider, enfin, valider et poser des questions à l'impétrant, hein, au titulaire de l'avis technique, pour que ça soit évalué de façon collégiale. Une fois que c'est fait, ça part à l'agence qualité construction par la convention, la C2P, la commission prévention produit, et
si c'est validé, ça vient en liste verte. Ça, c'est de la technique courante. C'est le première étape de la technique courante. Ensuite, on continue, on évolue. On va vers ce qu'on appelle les règles professionnelles. C'est-à-dire que quand il y a plein d'avis techniques, et ça fait très longtemps que ça existe, et qu'il y a un tronc commun dans les avis techniques, on réunit tous les industriels et à ce moment-là, on arrive à trouver un mode opératoire avec des matériaux qui ont une capacité, une qualité qui est à peu près homogène, et on fait des règles professionnelles, toujours validées par la QC. On est aussi en technique courante, et ensuite, ça devient à la fin, très longtemps plus tard, un DTU ou un DTA, ou enfin un certain nombre d'autres réglementations qui nous permettent d'être complètement technique courante, cette fois-ci dans le domaine traditionnel, mais ça, pour ça, je n'en parle pas plus. Pour illustrer ça, j'ai un exemple horrible. Les tubes en polyéthylène réticulé sont apparus en France en 1964. Ils sont devenus objet d'un DTU simplement en 2018. J'espère que ce sera plus rapide pour vous. Alors nous, on a organisé la profession en commençant à travailler sur les premières règles professionnelles depuis cette année. Donc on a évolué en 15 ans, du néant pratiquement, aux règles professionnelles pour une partie de nos procédés. Alors plus que 15 ans, puisque c'est le début du travail, ça va mettre à peu près 2 ans. Mais dans 2 ans, on aura un premier traditionnalisation de notre système, donc ça va aller beaucoup plus vite. Nous sommes très motivés dans la profession. Nous avons eu beaucoup de baffes depuis que nous avons créé nos entreprises. Je suis aussi entrepreneur et j'ai une entreprise de poseurs, une 50aine de salariés en Ile-de-France. Et on n'a pas arrêté de recevoir des baffes depuis 2007-2008 que j'ai créé l'entreprise. Ça a été chaud tout le temps, mais à force de résilience et ensemble avec tous les installateurs qui constituent le GMPV et qui sont des professionnels comme moi, on arrive à organiser la profession avec la bienveillance, bien sûr, de tous les acteurs du secteur. Parfait, merci. Nous passons à Gilles Wintrebert, qui, lui, a une expérience assez particulière de développement de photovoltaïque solidaire, presque, en milieu urbain dense. Voilà. Oui, donc je représente Enercitif. Enercitif, le nom vient de énergie pour ENR, site comme citoyen et IF comme Île-de-France. C'est donc un collectif citoyen qui est organisé pour développer des projets. Donc on est développeur de projets, c'est-à-dire qu'on a le métier de maître d'ouvrage, puis le métier d'exploitant, c'est-à-dire de production d'énergie verte, avec les centrales qu'on a construites. Notre raison d'être, c'est de rassembler des citoyens qui, devant l'urgence climatique, se disent si on faisait quelque chose d'utile et de concret pour développer de l'énergie renouvelable et participer à la transition écologique. Donc ce mouvement n'est pas isolé, j'en reparlerai tout à l'heure, il s'inscrit dans une mouvance nationale. Mais notre collectif à nous, il est né il y a 5 ans, surtout de la rencontre entre la ville de Paris et des citoyens motivés qui se sont exprimés lors du budget participatif. Vous connaissez sans doute l'existence de cette façon finalement démocratique de faire émerger des projets que les citoyens proposent. Ensuite, un certain nombre de ces projets passent au vote et ceux qui sont plébiscités par les votants de Paris voit le jour à travers une subvention, c'est-à-dire une aide au développement de ces projets. Il se trouve qu'à Paris, le solaire en toiture coûte relativement cher, puisque vous l'avez rappelé, on est en milieu dense, donc les projets sont plus compliqués et donc plus chers. Et la rentabilité de ces projets n'est pas suffisante pour se faire sans subvention. Quand je dis rentabilité, nous sommes un collectif citoyen, organisé sous la forme d'une société privée, SAS, qui a un objectif essentiellement de prouver que c'est possible à Paris. On n'a pas un objectif de rentabilité extrême, c'est pas le but. Et donc, la subvention, comme je disais, elle est nécessaire pour que les projets existent, mais rassurez-vous, il n'y a pas de profit derrière tout ça.
C'est juste un équilibre économique qu'on cherche à trouver. Avec tout ça, on a donc réalisé à ce jour 15 projets. La 15e centrale a été mise en service lundi dernier sur une toiture d'un bâtiment HLM dans le 20e arrondissement. Et l'ensemble des 15 projets, en fait, a été possible grâce à la mairie de Paris toujours, qui non seulement, comme je disais tout à l'heure, a subventionné le projet, mais aussi a contribué à donc trouver des toitures disponibles pour poser des panneaux sur leur toit. On intervient donc en rénovation et dans ce cadre-là, surtout sur des bâtiments du domaine public. Donc 9 de ces toitures sont sur des collèges, des écoles, un centre sportif au pied de la Tour Eiffel, le centre Émile Antoine pour ceux qui connaissent, et un autre centre d'animation. Et en étant implanté sur des bâtiments comme cela, avec des panneaux sur le toit d'une école, c'est un formidable tremplin en fait pour faire des actions pédagogiques auprès des élèves. Donc notre collectif a cette vocation, comme je disais, de développer des projets, mais en deuxième pilier de notre action, c'est de développer de la sensibilisation pour que les personnes à Paris comprennent à quoi ça sert, en quoi ça consiste, à quoi ça sert et comment on est capable de produire de l'énergie verte avec des panneaux qui sont finalement assez simples à poser sur un toit. Il y a encore énormément de toits disponibles à Paris. Ce qu'on a fait avec 15 projets aujourd'hui, ça représente au total 750 kW crête installés. On va dire que c'est une goutte d'eau par rapport à la fourniture d'énergie à Paris, vous vous en doutez bien. Ça alimente, quand on regarde la consommation moyenne d'un foyer, 250 foyers parisiens. Hein, c'est évidemment symbolique au niveau de la consommation d'une ville comme Paris, mais comme je le disais, ça a une vocation pédagogique et on entraîne finalement pas mal de monde, puisqu'on a beaucoup de sympathisants et de personnes intéressées par notre projet qui, avec cette expérience-là, finalement deviennent des ambassadeurs de l'énergie verte et pour aller plus vite, accélérer la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, notre coopérative, puisqu'on a dû se constituer en coopérative pour faire les projets, hein, c'est, je le disais, une SAS, mais dont la gouvernance est coopérative, c'est-à-dire une personne égale une voix. Ça regroupe plus de 330 exactement associés, qui ont chacun investi un peu de leur épargne pour donner du sens à leur épargne à travers les projets qu'on réalise. Au-delà, on a évidemment donc des bénévoles qui consacrent leur temps à gérer ces projets. Hein. Tous ces projets ont été faits uniquement par des bénévoles. En termes de maîtrise d'ouvrage, hein, je parle bien, une fois que le projet s'organise, on fait appel naturellement à des professionnels de la région parisienne, puisqu'en fait, la vocation des projets locaux, le citoyen, c'est aussi de faire local pour produire local, construire local et consommer localement. Hein, ça, c'est vraiment le point d'ancrage de tous les projets citoyens sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Mais donc... Parlez-nous plutôt de votre 16e projet, celui qui se prépare. On a un projet qui se prépare effectivement aujourd'hui. Cette fois, c'est avec un promoteur privé qui développe un projet à Rungis, c'est-à-dire c'est une construction de logements neufs dans un quartier à vocation écologique, c'est-à-dire que les engagements environnementaux de ce projet sont ciblés dès le départ par l'aménageur. Donc il y a des objectifs en termes de matériaux de construction biosourcés, mais il y a aussi donc, ces objectifs environnementaux pour la consommation d'énergie réduite et la production d'énergie solaire. Donc le promoteur réalise son engagement de production d'énergie verte sur la nouvelle construction grâce à nous. On intervient en tiers investisseur. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué comme une possibilité dans les projets. C'est nous qui finançons la centrale solaire. Et donc, le promoteur, lui, remplit cet engagement grâce à nous. Et vous avez collaboré avec l'architecte, puisque c'est un projet neuf, pour optimiser l'installation. Voilà, c'est tout l'avantage par rapport au projet qu'on a fait en rénovation. C'était le cas des 15 autres projets, où on s'est posé juste sur des terrasses donc à plat, avec quelquefois des supports un peu inclinés, bien sûr, pour profiter d'un rendement un peu meilleur. Mais dans le cadre du projet neuf, l'architecte a prévu des structures en shed, hein, vous savez, comme les toitures d'usine à l'ancienne,
qui sont orientés à 17 degrés, c'est-à-dire parfaits pour récupérer la meilleure efficacité de production. Et donc ce projet-là est né dans des très bonnes conditions. Le promoteur avait envie de travailler avec un collectif citoyen, ça faisait partie un peu de son éthique, si vous voulez. Et au final, vous voyez, on a un projet qui se présente bien. Il sera construit en janvier, mis en service en février. Alors, il y a aussi une chose que je voulais signaler donc, dans ce projet. On a, pour la plupart, réalisé la vente de l'énergie en obligation d'achat, en vente totale, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour récupérer un revenu régulier. Mais il y a une exception où on a travaillé en autoconsommation sur un bâtiment qui loue des bureaux, c'est un espèce de coworking si vous voulez, mais le propriétaire du bureau a souhaité qu'une partie de l'énergie consommée par cette activité tertiaire de bureaux d'entreprise soit réalisée avec le solaire. Et donc on a travaillé ensemble, on a installé, on a tapissé de panneaux si vous voulez toute la toiture. On est arrivé à 100 kW crête qui, au moment du projet, était le plafond pour être dans le guichet ouvert. Et l'étude qu'on a faite a montré qu'il pouvait consommer 100% de l'énergie produite, ce qui est le cas idéal, puisque vous produisez sur le toit et vous consommez en dessous. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle. Et on a pu convenir ensemble d'une rétribution, d'un revenu, si vous voulez, qui bénéficie de cette énergie. Et c'est comme ça qu'on a réalisé le projet. C'est ce type de projet qui, pour nous, a le plus d'avenir. D'autant plus que, comme vous le savez peut-être, le nouvel arrêté S21 a mis quelques barrières sur la réalisation de ces projets. C'est-à-dire qu'il a décrété que si on bénéficiait du tarif d'achat, on ne pouvait plus bénéficier de la subvention. Donc les premiers projets qu'on a faits dans ce modèle-là étaient les derniers. On ne pouvait plus en faire de tels. Donc aujourd'hui, notre ambition et nos perspectives sont presque exclusivement en autoconsommation, individuelle ou collective, mais du moment que, en fait, on arrive à tout consommer, quoi. Parce que c'est la seule façon de retrouver un accès à la subvention. Parfait, merci. Avez-vous des questions à propos de cette intervention ? La maintenance, elle se réalise comme sur n'importe quelle installation. Hein. Le caractère citoyen de nos projets n'a rien de particulier là-dedans. On fait intervenir donc des professionnels du photovoltaïque pour de la maintenance technique, où là, il faut par exemple vérifier le fonctionnement d'un onduleur ou vérifier par des thermographies infrarouges qu'il n'y a pas de risque d'incendie, comme vous le disiez, par exemple. Donc ce type de maintenance, on le fait faire par des professionnels. Par contre, on attache beaucoup d'importance à faire une partie de la maintenance qui est le nettoyage avec nos bénévoles. Et en fait, on trouve ça très, on va dire, c'est une façon d'activer la dynamique citoyenne, c'est de les faire contribuer assez régulièrement à l'entretien, tout simplement le nettoyage des panneaux avec un balai et de l'eau claire. C'est tout simple, on va dire que ça pourrait paraître fastidieux quand on parle de nettoyage, mais en fait, quand vous faites ça sur une terrasse en plein soleil, c'est plutôt sympa. Et c'est une façon de retrouver des bénévoles de façon assez conviviale. Voilà. J'ajouterais peut-être un mot, parce que j'avais promis d'en parler, sur notre attachement au niveau national. Les collectifs citoyens comme le nôtre, il y en a environ 300 en France. Hein, nous sommes parisiens, mais il y a 300 projets comme le nôtre en France qui font pour la plupart du photovoltaïque, parce que c'est ce qu'il y a d'entre guillemets plus facile, mais il y en a aussi qui font de l'éolien. Hein, il y a des éoliennes citoyennes qui tournent déjà en service depuis un certain temps. Un peu de méthane aussi. Et donc même un peu d'hydraulique. Voilà. Vous voyez, c'est tout ce qui concerne finalement l'énergie renouvelable intéresse des collectifs citoyens aux quatre coins de la France. Et finalement, ces 300 collectifs, c'est plus de 25 000 investisseurs qui ont donc pris des parts, chacun dans une coopérative, dans une de ces 300 coopératives. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même une mouvance qui se répand. Et j'en veux pour preuve aussi que notre ministre de l'Environnement a annoncé qu'il fallait faire 1000 projets citoyens d'ici 2028, ce qui est certes ambitieux,
hein, par rapport aux 300 dont je parlais. Et donc, on est tout à fait favorable à participer à cet objectif. On se dit simplement qu'il faudrait vraiment accélérer pour y arriver. Et il y a certains freins aujourd'hui auxquels il faudrait s'attaquer. Pour en citer un ou deux, je dirais que déjà, il faut quand même une feuille de route, hein, pour répartir un peu l'objectif et que ça soit décliné en choses un peu concrètes. Il ne suffit pas d'annoncer 1000 et puis on attend 2028 pour voir si ça se passe. Le deuxième, c'est que ce guichet ouvert, c'est très bien, mais il n'y a pas de différenciation du soutien, que ce soit au nord ou au sud. Et ça, on trouve ça profondément injuste. Parce que, comme je le disais, à Paris, les projets ne sont pas rentables, alors qu'à Perpignan, ils le sont 3 fois plus. Et donc, c'est un peu idiot quand on voit qu'on a du mal à implanter des panneaux solaires à Paris ou à Lille, alors qu'en Angleterre, ils ne se posent pas la question. Donc il doit y avoir quelque chose de réglementaire là-dessous. Et le fait que la France est très centralisée et qu'elle ne veulent pas, pour l'instant, donner un tarif plus favorable au nord qu'au sud, c'est un problème. Et le troisième, je pense qu'il faut penser aussi à déverrouiller des formules innovantes comme les contrats de gré à gré. Aujourd'hui, on a des PPA qui sont réservés à des très gros acheteurs et des très gros producteurs. Je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner à ce que ça soit accessible à des petits producteurs et des petits acheteurs. Et pour cela, Enercop, qui est notre cousin, parce que dans la mouvance nationale, on est très proche de Enercop. Vous savez, c'est un fournisseur d'énergie verte avec garantie d'origine. Enercop vient de déposer une demande auprès de Matignon de dire que ces PPA devraient être possibles pour des petits acheteurs et des petits producteurs, sous réserve qu'il y ait un fonds de garantie créé par l'État qui puisse dire, voilà, si jamais l'acheteur ne veut plus acheter cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le producteur va continuer à pouvoir équilibrer son exploitation jusqu'à la fin de vie des panneaux, 20 ou 30 ans? Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est réservé aux gros acheteurs et aux gros producteurs pour la raison que le risque n'existe pas ou très peu. Et donc, les banques seraient très sensibles à ce fonds de garantie pour que ces nouveaux PPA de petite taille puissent exister. Merci. Autre question? Merci. Plus qu'une question, une remarque peut-être. Bon, je suis maître d'ouvrage, je réponds régulièrement à des consultations de promoteurs immobiliers réalisées dans le cadre de procédures publiques. Ce que je remarque, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que le photovoltaïque n'est pas rentable partout en France. Clairement, le sud, même le sud de la Loire est très rentable. On trouve des équilibres financiers relativement simplement. Je me pose la question de savoir si plutôt que de relever le défi européen de la solarisation, c'est pas plutôt relever le défi européen des énergies renouvelables finalement, puisque dans un certain nombre de cahiers des charges, de consultations, on nous impose les moyens pour atteindre des objectifs et on se rend compte finalement qu'on se retrouve obligé de mettre des panneaux photovoltaïques à des endroits où nos bureaux d'études sont les premiers à nous le dire. Il serait peut-être plus performant de s'intéresser à la géothermie, en Île-de-France par exemple. Il y a un gisement géothermique important, ou à l'éolien dans les Hauts-de-France. Et pourtant, un certain nombre de collectivités continuent à nous imposer finalement à mettre du panneau photovoltaïque en toiture, ce qui est très intéressant parce que c'est très visible, mais est-ce que c'est le plus performant? Alors là, en premier lieu, je dirais que la conjoncture actuelle permet de renverser complètement les arguments que vous venez de dire, parce que on parle d'un tarif de soutien qui correspond à 10 centimes du kilowattheure. Vous savez qu'aujourd'hui, 10 centimes, c'est plus un tarif de soutien, c'est un tarif bradé. Hein, donc, si vous travaillez aujourd'hui avec le tarif qui est jugé comme devant être taxé, au-delà duquel ça devrait être taxé, c'est-à-dire 18 centimes, nous, on fait tous les projets que vous voulez à Paris avec 18 centimes du kilowattheure. Vous voyez, donc, dès lors que le prix de l'électricité bouge, et là, en ce moment, 18 centimes, ça paraît être une offre formidable. Intéressante, oui. Intéressante. Si vous trouvez une offre aujourd'hui à 18 centimes, vous vous ruez dessus.
Donc ça veut dire que 18 centimes, c'est vraiment un tarif très bas. Et si ça devient le prix de l'électricité dans l'avenir, tous les projets à Paris vont se faire comme ça. Et donc il n'y aura pas de question de savoir si c'est intéressant ou pas de le faire. Allez-y. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur ce point, sur la question de la rentabilité et de l'intérêt. En fait, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure quand j'ai passé une slide avec les projets d'autoconsommation collective qui existent en France. C'est des projets qui longtemps n'ont pas été soutenus. Ils le sont désormais depuis 2021 par l'arrêté tarifaire, mais auparavant ils ne l'étaient pas. Et là où ils se sont le plus développés, c'était où? C'était dans les Hauts-de-France. Justement parce qu'il y avait moins de rentabilité à les vendre sur le marché, donc plus d'intérêt à les partager. Aujourd'hui, comme ça vient d'être dit, l'équation économique n'est plus du tout la même, mais il y a quand même cette historique aussi où, même là où il y a une rentabilité limitée, il y a un intérêt aussi à aller créer, partager, produire et partager l'électricité qu'on aura produit ensemble. J'ai une autre anecdote à ce propos, plus exactement à propos du Nord et du Sud. Juste avant le Covid, dans une conférence à Bruxelles, les différents pays présentaient leur approche du photovoltaïque. Et une personne de l'ADEME, dont je ne dirai pas le nom, expliquait qu'en effet, à Perpignan, c'était super, mais à Lille, il ne fallait même pas essayer. La deuxième intervenante était une Belge qui était un peu embarrassée parce qu'elle nous dit, je vais dire la même chose, hein, moi, au sud de la Belgique, ça marche vachement bien. Mais alors, le sud de la Belgique, il est un peu au nord de Lille. Et le troisième, c'était quelqu'un qui parlait pour la Hollande. Et pareil, il dit, moi, au sud de la Hollande, c'est super, mais je suis au nord de la Belgique. Donc, tout ça dépend énormément, comme vous le soulignez, du prix de l'électricité sur les différents marchés. Et en ce moment, pour peut-être 3, 4 ou plus d'années, nous sommes engagés sur des prix élevés qui rebattent complètement toutes les notions de rentabilité. Et hop, c'est à vous, Madame Baye, de Texol. Alors, on ne présente plus Texol, hein, ça existe depuis 40 ans, je crois. 40 ans, effectivement. Bonjour à tous. Donc je représente Texol, bureau d'études spécialisé en énergie solaire depuis 40 ans, en fait, l'anniversaire en 2022. 40 ans, 40 ingénieurs aussi. 40 ingénieurs qui sont répartis sur le territoire national. On a le siège à Perpignan et 8 agences en métropole et à La Réunion, et aussi une filiale, 25 personnes de plus, aux Antilles. Alors, Texol, notre métier, c'est principalement maître d'œuvre de projets solaires thermiques, solaire photovoltaïque. Et en tant que maître d'œuvre, on accompagne les maîtres d'ouvrage publics, les maîtres d'ouvrage privés, dans le déroulé de leur projet, hein, depuis sa genèse, depuis l'étude de potentiel, jusqu'à la réception des chantiers, en passant par le suivi de travaux. Métier principal, maîtrise d'œuvre. Et puis on a aussi une activité de formation. On a dit que c'était une problématique essentielle, un moment où il faut massifier. Donc ça, on le fait depuis 20 ans et on n'est pas prêt d'arrêter. Donc formation, une activité innovation et une activité télésuivi des installations solaires pour s'assurer, une fois qu'elles sont en exploitation, une fois qu'on leur a donné vie, qu'elles produisent comme c'était prévu pour que la rentabilité des projets soit au rendez-vous. Voilà. Donc, quand je lis Merci. Quand je lis le titre de notre panel, la question c'est la solarisation des bâtiments et des parkings. Et moi, quand je lis ça, j'entends comment on fait pour solariser au maximum ces surfaces qui sont les plus naturellement adéquates pour mettre des panneaux solaires. Alors, je vais me focaliser sur le solaire photovoltaïque, puisque je vais vous parler d'autoconsommation collective. Et évidemment, quand on pense panneaux solaires sur des bâtiments, sur des parkings, assez rapidement, on se dit, tiens, les zones d'activité économique, c'est quand même là que ça devrait se passer aussi. Et donc, je vais vous parler d'un projet qui se prépare à Perpignan, projet qui s'appelle Agorasun Perpignan. Merci. Qui est un projet d'autoconsommation collective. David le disait tout à l'heure. Le principe, c'est qu'on va avoir plusieurs producteurs ou autoproducteurs qui vont se partager de l'énergie. L'énergie, en fait, une fois qu'elle est produite, elle est injectée sur le réseau public qui est géré par, en l'occurrence, Enedis.
en vue d'être partagé entre plusieurs consommateurs selon une certaine clé de répartition de l'électricité. Voilà, David, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, donc je n'en dis pas plus sur le concept. Comment on l'applique sur Agorasun Perpignan? Alors, je reprends une slide que j'ai utilisée il n'y a pas très longtemps pour l'université autoconsommation d'Enerplan. On est à Perpignan sur la zone d'activité économique Technosud 1, sur la zone d'activité qui est juste voisine qui s'appelle Technosud 2 et sur une troisième zone mitoyenne qui s'appelle AgroSud. Ces trois zones sont dans une boucle d'un rayon d'1 kilomètre, puisque vous savez que l'autoconsommation collective, réglementairement, il faut que ça se fasse sur un terrain de jeu d'un cercle d'un rayon d'1 kilomètre. Voilà, 3 zones. On a 150 entreprises sur ces 3 zones. Et ces 150 entreprises, elles ont, comme beaucoup aujourd'hui, une problématique de prix de l'électricité. Voilà, le prix de l'électricité explose, c'est pas un secret. Donc, comment on fait pour maximiser la solarisation sur ces 3 zones et pour faire baisser le prix de l'électricité que chaque entreprise paye? Eh bien, on se met toutes ensemble et on réfléchit à un projet commun. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi un projet d'entreprise citoyenne. C'est qu'on se met ensemble, non seulement pour faire baisser nos factures d'électricité, non seulement pour solariser nos bâtiments, mais aussi pour être en circuit court d'électricité verte. On va produire de l'électricité localement et on va la consommer, cette électricité verte locale. Donc on est vraiment dans une logique où on va jouer sur la complémentarité des profils des entreprises pour que le maximum de la production locale soit consommée in situ. Complémentarité des profils parce que sur ces 3 zones, vous avez des entreprises du petit tertiaire, on va dire comme Texol. Vous avez, donc, comme Texol, comme pas mal de cabinets d'avocats, de bureaux d'expertise comptable, etc. Vous avez aussi, sur la partie AgroSud, une industrie agroalimentaire, avec des enseignes comme Merck, si vous en êtes familier, qui est dans le surgelé de coquillages. Voilà, par exemple. Et on en a plusieurs comme ça sur AgroSud, avec des besoins de consommation plus importants, qui assurent un talon, qui vont consommer beaucoup de la production locale, donc ça assure un joli talon, et consomment tout le temps, hein, le week-end, les soirées, enfin le week-end, c'est ce qui nous intéresse. Et puis les petits tertiaires qui consomment plutôt en journée, la semaine, ça se complète. Si on devait élargir l'opération, évidemment, on pourrait. Hein. On n'exploite pas complètement encore le périmètre d'un rayon d'1 kilomètre. Donc, on pourrait aller chercher des riverains qui sont un peu au-dessus. Il y a des quartiers résidentiels pour encore compléter. Mais déjà, là, avec nos 3 zones d'activité, nos 150 entreprises, quand je dis qu'on produit ensemble, en fait, ça se traduit par 2 choses. D'une part, on a des entreprises qui sont autoproductrices. C'est le cas de Texol. On a 30 kW sur notre bâtiment. Voilà, 30 kW. Donc, on autoconsomme 80% et on partage 20% avec les entreprises locales. Ce qui n'est pas consommé dans la boucle, ce qu'on appelle le surplus final, ça a vocation à être vendu au réseau. Mais en tout cas, voilà, 30 kilos, on a tartiné au maximum la toiture, on ne s'est pas posé de questions. On savait qu'on avait du débouché entre les entreprises voisines et le réseau in fine. Donc c'est très bien. Et on n'est pas les seuls à le faire. Il y a de l'émulation qui a été créée autour de ça, donc il y a plusieurs entreprises qui sont en train de devenir autoproductrices. Donc ça, c'est le premier schéma. L'autre schéma complémentaire dans cette même opération, c'est les ombrières sur le parking d'AgroSud, des ombrières qui constituent quand même 500 kW, qui vont être déployées sur AgroSud, sur le parking d'AgroSud qui appartient à la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée Métropole. Parce que dans toute cette histoire que je raconte, l'agglomération est vraiment force motrice depuis le départ. Comment on en est venu à faire ce projet? C'est parce qu'il y a quelques années, l'agglo a dit, moi je veux avoir des smart ZAE sur le territoire intercommunal. Et il faudrait, Texol, que vous étudiez le potentiel solaire
des parkings publics. C'était uniquement ça, les parkings publics au départ. Donc le volet autoproducteur que j'évoque n'était pas là. Et sur les parkings publics, bon, on a dit voilà, il y a ces parkings qui peuvent produire du solaire, il y a des bassins de rétention qui peuvent aussi être de bonnes surfaces pour ça. Bon. Et c'était voilà, l'autoconsommation collective a commencé à émerger sur ces discussions-là. Donc on a intégré cette brique. À l'époque, vraiment à la toute genèse du projet en 2016 ou 2017, l'autoconsommation collective, c'était possible seulement en aval d'un même poste HTABT, tu t'en souviens, David? Donc ça voulait dire que sur cette zone, ces 3 zones-là, il fallait faire 10 opérations pour pouvoir atteindre l'objectif de se partager de l'énergie locale entre nous tous. Alors, 10 opérations, clairement, c'est resté dans les cartons un petit moment. Et on a ressorti le projet une fois qu'on avait ce terrain de jeu d'1 kilomètre. Pour être sûr que tout le monde comprenne, dites-nous ce qu'est un poste HTA-BT. C'est un poste de distribution de l'électricité de moyenne en basse tension. Voilà, géré par Enedis. Et donc, j'en viens à ces 500 kW sur le parking de l'agglomération. L'agglomération est toujours motrice et a dit ce parking-là, je le mets à disposition du projet. On va y faire ces ombrières, et ces ombrières, ce sera de l'investissement d'un ensemble d'acteurs. Donc non seulement l'agglomération par la mise à disposition gratuite de son foncier, mais aussi donc, autres actionnaires dans la société qui porte l'investissement dans le parking AgroSud. Vous avez les entreprises locales qui souhaitent être investisseurs. Vous avez l'Agence régionale énergie et climat. Et vous avez l'association économique locale également. Voilà. Donc on a, pour résumer, des autoproducteurs, comme c'est le cas de Texol. On a une société de projet qui investit dans la partie la plus massive du projet, ce bloc de 500 kW sur ombrière de parking. Et on va pouvoir, et c'est évidemment, vous l'avez compris, ces 500 kW, la production va être partagée avec les entreprises locales. On a du coup comme ça un gros bloc de puissance à se partager localement, le surplus final étant revendu au réseau. Et ce schéma-là a bien pris sur cette première zone d'activité économique. Donc l'idée, c'est que ça soit répliqué maintenant en recherchant tous les parkings qui correspondent à AgroSud pour y faire la même chose, vu que ça fonctionne. Alors, ce n'est pas encore totalement opérationnel, c'est-à-dire que le permis de construire est obtenu, etc. Le projet, là, je parle vraiment de la partie AgroSud, sera mis en service mi-2023, voilà, le temps qu'on lance les travaux et qu'on finisse de boucler les derniers détails du montage juridique. Mais voilà, je pense que c'est le genre de projet qui répond à la problématique. Comment on fait pour exploiter au maximum nos surfaces de parking de bâtiments, en particulier sur des zones d'activité économique qui se prêtent quand même par nature bien à ça. Il faut souligner le délai extrêmement court. Installer 500 kW crête et ce sera en service en 2023. C'est quasi un miracle. En énergie atomique, il faut combien de temps? Je ne me rappelle plus. 15 ans, 20 ans? Ah oui, alors si c'est ça l'échelle de comparaison, en effet, c'est pas beaucoup. Après, il faut préciser qu'on a avancé sur pas mal de choses. Ce qui reste, c'est les travaux, mais on a déjà la partie demande de raccordement qui est derrière nous, la partie urbanisme qui est derrière nous. Donc, il nous reste vraiment cette partie construction maintenant. Oui, je voulais simplement dire, si on prend cette comparaison, en fait, nous, Enerplan a proposé au gouvernement un plan d'urgence solaire au mois de mars pour répondre à la crise énergétique en disant on est en capacité de faire 10 gigawatts par an. Et si on prend cette comparaison, 10 gigawatts, c'est une tranche de réacteurs nucléaires. Donc tous les ans, en électricité injectée sur le réseau, en équivalent d'électricité injectée sur le réseau. Donc on injecte autant d'électricité avec 10 gigawatts de solaire qu'avec une tranche nucléaire. Et donc, on est capable de faire ça tous les ans, sur toutes les typologies, sur des projets en autoconsommation, sur des grands projets au sol ou des petits projets résidentiels. Tout ça mixé, on fait 10 gigawatts par an, on est capable d'aller injecter. En plus, EDF a conservé du foncier à côté de ses centrales nucléaires pour les élargir.
faudrait peut-être aller les voir. C'est un sujet, je laisse EDF voir ce sujet, je laisse aussi les juristes regarder si le foncier a été confié à EDF pour cet usage ou pas. Et sinon, vous espérez quel taux de couverture de la consommation locale avec cette installation ? Nos estimations portent sur 70% dans un premier temps. Sachant qu'on a fait plusieurs scénarios en tenant compte de différentes hypothèses plus ou moins optimistes sur la participation des entreprises. Les 150 ne sont pas aujourd'hui dedans, toutes, mais on a fait une campagne de recrutement. Donc il y en a un tiers qui sont dedans. Certaines participent en tant que seulement consommatrices, d'autres en tant que consommatrices plus autoproductrices, et d'autres en tant que consommatrices autoproductrices et éventuellement investisseurs. Mais en faisant le tour des entreprises, en regardant le ticket investisseur que chacune pouvait mettre, on se rend compte qu'on va avoir en fait beaucoup plus de volonté d'investir que le besoin autour des 500 kW. Donc ce qui se passe, c'est pourquoi cette planche s'appelle Communauté locale d'énergie, c'est qu'en fait on réfléchit à l'étape d'après, c'est-à-dire maintenant qu'on est ensemble, qu'on a une structure de portage, on pourrait envisager des services énergétiques supplémentaires. On pourrait faire de l'achat groupé de bornes de recharge, de packs, de tout un tas de services d'efficacité énergétique. Donc voilà, c'est le début en fait. Parfait. Est-ce qu'il y a une question à propos de cette intervention ? Bon, nous passons donc à la dernière. Et la dernière, c'est... Il faut que je prenne mes lunettes et tout, c'est désastreux. C'est APEM Énergie et Marie-Dominique Alina. Alors, APEM Énergie est capable de répondre, à l'exception de l'installation, à tous les besoins autour d'un projet photovoltaïque, notamment parce que nous sommes en France. APEM Énergie est capable de vous conseiller sur la partie administrative de la conduite d'un projet. Oui, bonjour. Donc, je suis Marie-Dominique Alina, donc du bureau d'études APEM Énergie. Nous sommes basés en région lyonnaise. Donc, nous avons un métier un petit peu proche de celui de Texol, mais en étant un peu plus petit, puisque nous sommes une vingtaine de personnes. Et nous existons que depuis une quinzaine d'années. Voilà, APEM Énergie. Donc, nous avons... Alors, attendez, j'ai préparé 2-3 petites slides. Voilà, donc nous avons effectivement deux pôles de compétences. Donc d'une part, bureau d'études, je dirais classique, donc où nous faisons des conceptions de centrales, des études techniques, de la maîtrise d'œuvre, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc pour aider à développer, surtout pour les porteurs de projets, pour les aider à développer leur projet de centrale solaire. Et un autre service qui est dédié plus particulièrement au suivi administratif. Donc, comme vous le disiez, effectivement, en France, on a une grosse réglementation qui nous oblige à un certain nombre de démarches qui peuvent être parfois assez complexes, surtout pour les personnes qui ne sont pas averties de ces procédés. Et qui nous demandent, parce qu'un projet solaire se trouve quand même à la convergence d'un certain nombre de législations. On doit obéir au droit des sols, au droit de l'urbanisme, on doit obéir au droit de la construction, évidemment le code de l'énergie, toutes les normes techniques, les DTU, les règles de l'art, on va dire, en matière de construction. On a la législation aussi qui est relative à l'obligation d'achat, par exemple, dans les modes de sortie, à l'obligation d'achat ou au marché de l'énergie en général, donc sur les possibilités, au montage juridique par rapport aux porteurs de projets, aux entités qui veulent faire, on parle d'autoconsommation collective par exemple, on a besoin d'avoir des personnes morales organisatrices, des contrats qui lient toutes ces entités. Donc c'est vrai qu'on est dans un milieu relativement réglementaire et juridique auquel il va falloir répondre pour arriver à la création, à la constitution de la centrale solaire. Donc
voilà, nous pouvons aider les porteurs de projets ou les installateurs sur des centrales plus petites à faire déjà les deux démarches, enfin les deux ou les trois démarches qui sont obligatoires pour tous les projets, qui est la demande d'urbanisme, la demande de raccordement et le suivi du raccordement, et à une jonction un peu plus entre l'administratif, on va dire, et le technique, le dossier de Consuel qui va permettre de certifier que l'installation est conforme à la réglementation électrique et aux normes de sécurité et qu'elle ne prendra pas feu, notamment pour nos amis les assureurs. Voilà. Donc, ce que je propose de vous présenter là ce soir, c'est comment conduire un projet justement solaire. Quelles sont les étapes? Alors, c'est un peu ce que nous venons de voir au travers des différentes interventions tout à l'heure. On a un besoin on a un client, par exemple, ou un porteur de projet qui va souhaiter développer une centrale solaire. Donc déjà, la première chose à regarder, c'est définir son besoin, savoir pourquoi il veut cette centrale et quels sont ses objectifs. Est-ce qu'il sait déjà comment il va vouloir l'exploiter, s'il va vouloir en faire un usage d'autoconsommation pour lui tout seul? Est-ce qu'il serait prêt à partager? Est-ce qu'il ne veut pas s'occuper de tout ça? Il veut simplement revendre sur le réseau et tirer un profit de son exploitation. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont importantes à définir au début du projet pour savoir comment on va monter ce projet et vers où on va aller. Donc une fois que le besoin de l'opérateur est défini, il faut rentrer dans les contraintes techniques parce qu'une centrale solaire, c'est à la fois effectivement répondre aux contraintes juridiques, répondre aussi à un grand nombre de contraintes techniques qui sont relatives au bâtiment. Bon, on parle de bâtiment là principalement, ou d'un terrain. Ça peut être, pour poser une ombrière, ça peut être des contraintes relatives au terrain. Comment se présente le sol? Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'il est en pente? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il y a des risques de mouvement de terrain, des choses comme ça? Donc, qui vont influer sur le projet et l'économie du projet dans son ensemble. Donc, si on est sur toiture, il va falloir regarder le type de toiture. Est-ce qu'on est sur toiture en pente, sur toiture plate? Quels sont les matériaux? Si on est sur de la toiture, l'étanchéité, le matériau d'étanchéité, est très important, puisque, on en parlait tout à l'heure, il y a des techniques courantes, et puis surtout en photovoltaïque, pour l'instant, on n'est justement pas dans des techniques courantes. Donc, il va falloir répondre soit à un ATEX, soit à une ETN. Donc, est-ce que pour y répondre, c'est compliqué parce que tous les complexes d'étanchéité ne permettront pas d'y répondre. Donc, d'emblée, parfois, certains toits d'immeubles seront exclus du projet. Enfin, on pourra pas se dire on pose comme ça parce qu'on ne répondra pas, on ne saura pas répondre rentrer dans le cadre d'une ETN ou d'une ATEC ou de quelque chose comme ça. Donc ça, ce sont vraiment des prérequis. Prérequis également très importants sur du bâtiment, c'est est-ce que la structure va tenir? Si le bâtiment doit s'écrouler ou s'il veut faire des travaux extrêmement importants pour renforcer la charpente ou même la structure porteuse, ça peut compromettre tout de suite l'économie du projet solaire, et dans ce cas-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc tous ces prérequis doivent être levés par des visites sur site, par des sondages, par le concours de confrères de bureaux du bureau d'études extérieurs, des bureaux d'études structures, des bureaux d'études de sol, enfin tout type de métier qui concourt à vérifier que le projet, à vérifier le contexte général du projet et voir si oui ou non, sur ce candidat, du solaire sera justifié, pourra s'expliquer et devenir rentable à terme. Donc effectivement, la rentabilité, bien sûr, elle va être liée, on en parlait tout à l'heure, à la zone géographique. Si plus l'ensoleillement est bon, mieux ce sera a priori. Mais il y aura tout un tas de contraintes techniques qui viendront potentiellement rendre le projet plus ou moins économiquement viable. L'inclinaison du toit, pareil, elle a une importance. La présence d'ombrage ou pas, ont des importances tout à fait cruciales. Un bâtiment qui sera ombragé, mal orienté dans le sud sera certainement moins rentable qu'un bâtiment dans le nord qui serait super bien exposé au sud. Et voilà, donc il y a tous ces critères à mettre en parallèle pour pouvoir voir quelle sera la possibilité de sortir cette centrale d'un point de vue économique.
Donc une fois qu'on sait ce qu'on va vouloir en faire, qu'on a regardé si le bâtiment ou l'emplacement est adéquat et s'il ne va pas générer des surcoûts énormes qui empêcheraient la faisabilité du projet, eh ben, le projet va être dimensionné donc pour répondre à ces contraintes-là. Donc le dimensionnement, il va être une fonction de deux choses, c'est-à-dire l'espace disponible, l'espace qu'on a vu qui pourra correspondre pour supporter des panneaux, et le besoin en sortie. Si on veut faire de l'autoconsommation, si elle est simple, on va pas aller chercher forcément à maximiser le nombre de panneaux qui seront posés sur le toit. Si au contraire, on voit que le porteur du projet est prêt à élargir sur du collectif, eh ben, on en mettra le maximum et ensuite on ira chercher des gens qui viendront s'additionner sur le projet et devenir des autoconsommateurs à côté de notre producteur. Donc, après le dimensionnement, donc, on va rentrer dans une phase un petit peu plus précise sur le projet qui va constituer à faire le dessin de ce projet. C'est-à-dire, on va choisir en fonction des différents critères, on va choisir le matériel, on va établir des plans, on va commencer à définir un budget, à savoir combien va coûter le projet et à regarder si sur un plan d'exploitation sur 20, 25, 30 ans, il sera rentable, à quel niveau se situera le moment du retour sur investissement, le taux de rentabilité, etc. Donc ça, c'est effectivement... c'est une phase qui est importante parce que c'est à ce moment-là que le porteur du projet va dire ben oui, c'est bon, je vais jusqu'au bout, je franchis le pas et je passe en phase opérationnelle, ou alors non, pour telle ou telle raison, ça ne me convient pas ou c'est pas le moment et j'abandonne mon projet. Donc ensuite, on va rentrer justement, une fois que tout ceci est validé, qu'on sait où on va et comment on y va, on va rentrer dans vraiment la concrétisation. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on est en France, donc on a un certain nombre de prérequis administratifs à remplir. Donc déjà au niveau de la maîtrise foncière, ce sera le moment vraiment de signer si on est sur une toiture par exemple qui est en location, de signer les contrats, enfin tout ce genre de choses, et de faire les demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc quand on est en toiture, c'est une déclaration préalable, donc c'est une procédure relativement rapide et simple, mais il faut quand même néanmoins la faire. Hein. Donc c'est une sorte de permis de construire allégé, donc qui est déposé, et au bout d'1 mois d'instruction en périmètre classique, disons non protégé, normalement la mairie dit c'est bon, il n'y a pas de souci, on peut construire la centrale, elle est conforme aux règles du PLU par exemple. Hein. Bon, après, parfois, il y a des difficultés, hein, parce qu'il y a des PLU qui sont assez restrictifs dans certaines villes, qui obligent, par exemple, suivant les anciens schémas sur lesquels on était obligé de raisonner à l'époque, à faire de l'intégration au bâti, donc à ce que les panneaux servent d'étanchéité, voilà, je cherchais le mot. Donc, ce genre de choses. Et il faut également faire la demande de raccordement. Suivant la sortie, c'est important parce que c'est vrai que si on décide de faire une autoconsommation, en général, on sait à peu près où on va, il n'y a pas trop de frais de raccordement à prévoir. Par contre, si on a une centrale en vente totale, il peut y avoir effectivement, alors ça a été étudié auparavant, hein, le réseau environnant a été regardé en phase de faisabilité, on a regardé si a priori il n'y a pas trop de contraintes. On ne peut pas être certain à 100% dans la mesure où la règle d'injection sur le réseau, c'est premier arrivé, en gros, premier servi. Donc si entre le moment de l'étude de faisabilité et le moment de la demande de raccordement, il y a d'autres porteurs de projets qui ont déposé des demandes, ils ont pu prendre la capacité d'injection du réseau, et ce qu'on espérait pouvoir avoir, il peut nous passer sous le nez. Donc besoin éventuellement de renforcement, de changement de transformateur, etc. Donc voilà, il y a tout ce genre de choses. Donc il est important à ce moment-là de déposer les demandes pour voir si au bout de 3 mois en général Enedis donne une réponse, et donc on voit au travers de leurs propositions techniques et financières si tout se passe bien. Bon, après, il y a des techniques, hein, on peut faire des demandes avant complétude, éventuellement, quand il y a des risques, pour essayer d'anticiper. Mais voilà, on ne va pas trop rentrer dans le détail, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà. Donc ensuite, écoutez, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est sûr que tout est validé, on rentre vraiment là dans la phase de préparation du chantier. Donc on élabore le cahier des charges pour savoir qui sera l'installateur.
Donc un CCTP pour un lot, ou pour toute la centrale photovoltaïque, on va dire, suivant le contexte. Si c'est dans une construction, ça peut être une construction neuve et simplement le lot PV à l'intérieur de tous les autres lots, ou alors simplement en rénovation, la construction d'une centrale sur un bâtiment existant. La phase de consultation, il y a la diffusion et l'examen des offres. Donc le choix de l'installateur, on en parlait tout à l'heure, il est très important parce que cet installateur va devoir être capable de répondre à toutes les contraintes qu'on a dans notre environnement. Donc il va devoir être assuré pour le mode de pose qui aura été préconisé en phase de conception. C'est-à-dire que si on prévoit, par exemple, si pour une raison on est obligé, admettons, de prévoir un IAB, un bon nombre d'installateurs ne sont pas assurés pour de l'IAB. Il y en a un grand nombre qui peuvent faire que de la surimposition, des choses comme ça. Ou alors, est-ce qu'il est assuré pour le créneau de puissance sur lequel on travaille ? Ça c'est la question d'assurance, mais il doit avoir des qualifications professionnelles. Il est également, on est soumis à des règles de loi du travail aussi. On travaille en hauteur. Donc, est-ce qu'on travaille sur de l'électricité? Donc, est-ce qu'ils ont leurs habilitations électriques? Est-ce qu'ils sont habilités à travailler en hauteur, etc. On vérifie également qu'ils aient bien prévu comment gérer la sécurité sur le chantier, s'il y a plusieurs entreprises, est-ce qu'il y a besoin d'un SCSPS, etc. Donc, il y a tout un tas de conditions qu'on vérifie, et l'entreprise qui va cocher toutes les cases, ou le maximum, on peut éventuellement après discuter avec, mais... en résumé, il faut que ce soit un membre du GMPV. Je suppose, oui, c'est fort probable. Donc ensuite, une fois que l'installateur est sélectionné, il signe son marché de travaux, et là, on rentre vraiment en phase de chantier, donc la construction. Donc comme on l'aura compris, sur un process, comme le disait Alexandra tout à l'heure, les phases préparatoires sont souvent plus longues que la phase de construction elle-même. La construction, si on n'attend pas trop le matériel indisponible sur le marché, ça peut se passer relativement vite. Il y a l'ouverture du chantier, il y a son suivi régulier, et puis les phases d'essai avant la livraison, et la livraison avec la mise en service de la centrale. Ensuite, l'installateur, justement, s'il est membre du GMPV, il va remettre au maître d'ouvrage un dossier des ouvrages exécutés. Ça, c'est important pour la vie ultérieure de la centrale. C'est la compilation des plans et de tous les documents administratifs et juridiques tels qu'ils sont en version définitive, et qui est remise au maître d'ouvrage et qui lui permettra de savoir exactement ce qu'il a acheté, ce qui rentre dans son patrimoine, et de savoir, le DOE comprend un DUO pour intervenir ultérieurement sur l'ouvrage et permettre justement après la vie de la centrale, c'est-à-dire son exploitation et sa maintenance dans des conditions optimales. C'est aussi après la mise en service, c'est à ce moment-là que vont se signer également les contrats d'achat. Là, je parle surtout si on est dans des procédures de type classique, entre guillemets, avec EDF, obligation d'achat notamment. Si on est sur des fournisseurs alternatifs, il y a des fois des accords qui sont pris un petit peu avant. Mais dans tous les cas, c'est la mise en service qui déclenche le T0 de l'exploitation et de la facturabilité, si on peut dire, de la production électrique. Voilà, après je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais prévu. Oui, après le reste, c'est pas très important. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Une question sur cette intervention? Bonjour. Bonjour. Au niveau des fournisseurs de panneaux photovoltaïques, oui. Est-ce que vous connaissez un peu le marché? C'est-à-dire, est-ce que vous les mettez en concurrence ou... Alors, tout dépend du montage. En fait, suivant le maître d'ouvrage, c'est le maître d'ouvrage qui décide un peu comment il veut travailler sur un projet solaire. Donc, soit il va vouloir travailler avec une entreprise qui est une entreprise générale, on va dire, qui apportera... donc, on définit, en fonction des contraintes du projet, on définit dans la consultation, dans le cahier des charges de la consultation,
ce à quoi devront répondre, par exemple, les panneaux, les onduleurs, admettons exigence de longueur de garantie, de nombre d'années de garantie, exigence certains maîtres d'ouvrage, notamment, on travaille beaucoup avec des collectifs citoyens comme monsieur, là. Très souvent, ils sont sensibles à la provenance du matériel. Ils veulent du matériel européen, fabriqué avec, de façon proche, etc. Donc tout ça, on peut le mettre. On peut soit donner l'exigence, on est en marché privé en tout cas, on peut cerner la précision qu'on veut dans le marché. Donc si on veut choisir un panneau, à la limite on peut choisir un panneau, prescrire tel type de matériel. En marché public, c'est un peu plus compliqué. Il faut mettre un peu plus d'efforts, on va dire. Mais ça va dépendre du maître d'ouvrage, de ce qu'il souhaite faire. Et des contraintes du projet. Si ce projet-là, il est faisable par exemple, en recourant à un procédé technique particulier, je sais pas, il y a une ETN qui pourrait convenir au niveau de l'assurance et que cette ETN, elle va sur ce type de toiture, avec ce type de fixation et ce panneau presque unique, parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des études qui soient faites sur des sélections extrêmement réduites de matériel, et bien là, on pourra être amené à demander à ce que ça rentre dans cette petite sélection. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Bon, je vous remercie. Le temps est écoulé. Oui. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a quelque chose à dire? Vous n'avez rien sur le cœur? Parfait. Donc je vous remercie toutes les deux et tous les quatre et on se retrouve dans 2 ans. Nous vous remercions.